Bonjour Olivier, merci, Bonjour. merci de nous recevoir ici à la Manufacture. C'est un très bel endroit que vous occupez avec l'équipe Caravelle de temps en temps, je crois. Ouais, avec plaisir de vous accueillir, hein. C'est un plaisir partagé. Alors, on parle beaucoup de la retraite en ce moment. Ça fait couler beaucoup d'encre dans la presse de manière globale et c'est tout l'objet de Caravelle, ça tombe bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi Caravelle et le pourquoi en fait tu es venu à co-créer ça avec tes deux associés? Ouais, Caravelle, gros sujet d'actualité, la retraite. Mais c'est un peu un sujet en filigrane depuis plusieurs années. Mhm. Moi, j'ai eu une prise de conscience en 2019 sur la nécessité de venir préparer sa retraite à titre individuel. Et de fil en aiguille, sans trouver d'offre, j'ai décidé de créer Caravelle avec Hugo et Marie, et je vais expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai été entrepreneur de 2015 à 2019. Et en 2019, bon, malheureusement, la boîte fait faillite, part en liquidation. Et là, je prends conscience que je ne cotise pas pour la retraite. Et comment je prends conscience? En fait, grâce aux manifestations dans la rue contre la réforme à l'époque. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est pas normal. À la limite, je cotise pas pour le chômage. Je suis jeune, je peux travailler, ça va le faire. Par contre, si en fait, à 62, 67 ou n'importe quel âge, je me rends compte que j'ai pas de matelas de sécurité et de pension suffisante pour vivre, mon rapport au travail à ce moment-là sera peut-être pas le même, et donc il faut absolument que j'anticipe. Donc en 2019, je cherche une première solution pour m'accompagner, pour m'éclairer aussi sur ces sujets-là. Est-ce que je cotise en fonction de mon statut Et à ou l'époque, pas? t'étais jeune, t'avais quel À âge? l'époque, j'étais Enfin, tu 26, l'as encore, 27 ans, ouais. Je suis encore jeune. Ça va. 26-27 ans. Et tout Ouais. le monde se pose pas ces questions-là non plus à cet âge-là. Donc c'était... Non, mais tout le monde n'est pas dans le bain Mhm. tel que je l'ai vécu. Et donc l'idée, c'est de se dire, en fait, peu importe le bain dans lequel on est, juste une prise de conscience et une mini-action ne nous coûte rien de se renseigner. Et la procrastination, on connaît un petit peu les défauts. Donc voilà, donc je me renseigne, je trouve pas de solution adaptée, qui m'éclaire, qui me dise ok, 50 euros par mois dans quelque chose de privé, c'est bien, c'est suffisant ou pas. Est-ce qu'il faut que je mette 200? J'en ai aucune idée. Et les personnes que je rencontre, vraiment, ont qu'un prisme financier, me parlent de performance, de machin, etc. Alors que moi, je veux juste, non, moi, je veux juste un salaire à ma retraite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Et donc, de fil en aiguille, je vois qu'il n'y a pas de solution. Et j'ai la chance de rencontrer des gens qui bossent sur un sujet similaire. Je veux les rejoindre. Malheureusement, ils sont soutenus par Aviva à l'époque. Ça périclite, parce qu'Aviva France se fait racheter. Et donc, du coup, je décide de me lancer tout seul. Et donc là, je cherche Hugo et Marie pour m'associer et lancer ce qui va devenir Caravelle, une complémentaire retraite, simple, éthique, dont l'objectif est d'accompagner tous les parcours de vie, les travailleurs d'aujourd'hui, dans l'anticipation et la préparation de la retraite pour vivre une meilleure retraite dans un monde vivable, avec l'enjeu de répondre à deux grands axes. Le future of work, tu vois, beaucoup plus d'indépendants, beaucoup plus de carrières fractionnées, etc. Et l'urgence climatique. Ok, donc deux grosses valeurs autour de la création de Caravelle en fait. Exactement. Et donc tu décides de créer ce produit dédié à l'épargne pour la retraite. Tu décides de t'associer. C'était pour toi important de co-créer ça avec deux autres personnes pour vous compléter? C'était important et nécessaire. Ouais. D'une part parce que j'ai pas toutes les compétences. Et en plus de ça, c'est quand même une charge mentale de lancer un projet. J'avais une vraie ambition. L'idée, c'était pas de faire du conseil aux particuliers sur un produit X ou Y, c'était vraiment d'apporter un nouveau produit. Et donc pour créer ce nouveau produit, il faut des forces, des réflexions et surtout une répartition et d'échanges que j'ai trouvé avec Hugo et Marie. Et aujourd'hui avec toute l'équipe qui nous a rejoints et que j'espère faire grandir. Yes, super, ok. Et donc, tu connaissais rien et vous connaissez rien à la retraite, mais tu es parti de toi, ton constat et ton besoin pour en fait créer quelque chose sur mesure qui soit adaptable pour les entrepreneurs et les indépendants, parce que en fait, c'est des sujets qui sont un peu tabous ou qu'on n'ose pas se poser. Et aujourd'hui, notamment depuis le Covid, on voit qu'il y a de plus en plus de freelance et indépendants. Donc, quand tu parles de future of work, vous êtes dans cette mouvance-là. Et comment est-ce que vous accompagnez chez Caravelle en fait tous ces freelances et ces indépendants? Tout à fait, c'est vraiment pour répondre aux nouveaux parcours de vie. On sait qu'aujourd'hui,
on va changer 6 à 7 fois de job ou de statut. 6 à 7 fois, c'est beaucoup. Ouais. Et moi-même, à 30 ans, j'ai changé déjà 3 à 4 fois. Donc je me dis, ça se trouve, dans certaines catégories socio-professionnelles, ça va être encore plus de changements. Parfois, ce sera des changements de vie, des reconversions, et je pense que chez vous, vous le savez très bien. Parfois, ça va être juste des changements de statut, changement de micro-entreprise à SASU. Parfois, ça va être des changements géographiques, familiaux. Enfin, il y a plein de paramètres, et l'idée, c'est d'apporter une solution qui réponde à nos parcours de vie, à nos nouveaux parcours de vie. C'est pareil, le couple a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on sait que la génération de nos parents, de nos grands-parents, était très axée sur les pensions de réversion, donc en fait que la femme touchait une partie de la retraite de l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, avec des divorces et des, voilà, on va dire une vie amoureuse un peu plus diverse, et ben cette logique-là n'existe plus. En tout cas, donc il faut faire une liaison. On voit que les femmes aujourd'hui ont une retraite 39% inférieure à celle des hommes. Donc en fait, qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour justement combler ça? Donc il y a des logiques métiers évidemment en rapport au travail et au salaire, mais aussi une logique patrimoniale dans l'épargne. Donc l'idée c'est voilà, prendre, essayer le constat, essayer de le rendre très simple, sans jargon, et proposer des solutions pour permettre aux actifs, et quand on dit les actifs, c'est les travailleurs, les non-travailleurs, enfin en tout cas notre génération, à anticiper et préparer leur vie de jour. Oui, c'est important, c'est clair. Et comment est-ce que vous fonctionnez en fait? Tu parlais tout à l'heure d'impact. Comment ça marche Caravelle? Il y a une transparence, c'est ça, sur les revenus derrière attribués à l'épargne qu'on en fait? Ouais, il y a un impact à double niveau. Bon, il y a l'impact de l'entreprise. On essaie d'être le plus engagé possible à la fois sociétalement et environnementalement. Mais après, il y a l'impact dans le produit qu'on propose. Et donc, il y a un impact financier. Donc, comment est-ce qu'on arrive à proposer une solution transparente à nos clients? Combien je cotise par mois et combien ça me rapportera demain? Et est-ce que c'est pertinent par rapport à ma situation? Donc, c'est vraiment un impact 30 euros aujourd'hui, combien ça représente demain? Est-ce que 30 euros c'est suffisant? Est-ce que ça vaudra 90 ou 120? Donc voilà, cette transparence-là dans les frais qu'on applique, dans le fonctionnement du produit, où aujourd'hui, historiquement, c'était complètement opaque. On va parler à conseiller bancaire, pour être conseiller en gestion de patrimoine. Il y a plein de frais, il y en a une dizaine, une quinzaine, on ne comprend pas, et il y a je pense une opacité qui est maintenue pour justement empêcher entre guillemets les particuliers de venir prendre en main leurs finances perso et donc nourrir une profession qui, je pense, a le mérite d'exister et doit exister, mais doit faire évoluer son rapport avec son client. Donc ça y est, cette première partie-là. Deuxième partie, c'est l'impact environnemental de nos produits. On sait que quand on place de l'argent, que ce soit en banque, quand on investit, il est exposé à certains secteurs financiers, ou il finance même certains secteurs financiers. Donc c'est-à-dire par exemple, on va investir dans un fonds, ce fonds-là va investir dans Total, il va investir dans Apple, il va investir dans Microsoft, dans l'industrie agroalimentaire. Sauf que si on est végétarien, on n'a peut-être pas envie que notre argent finance l'industrie de la viande ou de l'élevage porcin industriel. Donc il faut avoir cette visibilité sur, ok, mon épargne, elle finance telle entreprise, tel secteur. Donc il y a un vrai fléchage de l'épargne, un vrai effort. Et en plus de ça, on sait que les entreprises ont un impact en termes d'émissions carbone, de biodiversité, et donc c'est essayer d'apporter de la lisibilité sur quel est l'impact de l'entreprise que je finance par rapport à mon gain financier. Donc c'est apporter des critères extra-financiers à historiquement un rapport qui était purement financier dans le produit. Et ça fait prendre conscience aussi que c'est important de regarder parce qu'on ne se posait même pas la question en fait. Exactement. Donc là sur Caravelle, j'épargne tous les mois une certaine somme, celle de mon choix, c'est ça? Exactement. Que ça soit 100 euros, 200 euros, je choisis tous les mois et je peux effectivement sélectionner les entreprises et les fonds qui sont en lien avec mes valeurs, cohérents avec ce pourquoi je suis prête à épargner aussi. Alors nous on fait un travail en amont avant de vous faire choisir, il n'y a pas d'investissement sur l'entreprise. C'est-à-dire que nous on va choisir des fonds d'investissement. Un fonds c'est quoi? C'est un véhicule d'investissement qui va investir dans plein d'entreprises. Donc un fonds investit entre 50 à 100 entreprises en fonction de la taille du fonds. Et ce fonds-là a une philosophie. Il peut se dire moi j'investis que dans des entreprises françaises de moins de 20 salariés. Ça peut être j'investis que dans des
grandes entreprises cotées au Japon. Ça peut être j'investis que dans des entreprises énergétiques partout dans le monde. Et donc nous, on a toute une grille de critères extra-financiers qu'on vient appliquer. On travaille énormément avec les fonds pour venir apporter cette transparence-là et cette granularité. Mais derrière, ce qu'on propose à nos clients, c'est de choisir des thématiques. Donc une thématique climat, une thématique sociale ou une thématique ETF responsable. Et au sein de ces thématiques-là, on leur promet une transparence sur vous ne financez pas tel secteur, vous ne financez pas tel type d'entreprise. Par contre, ils n'ont pas le choix au sein de nos plans de venir. Oui, ok, ça serait trop compliqué. Exactement. Ok, donc c'est la thématique. Et c'est le même fonds qui gère toutes ces thématiques? Non, on a une quinzaine de fonds disponibles Okay. Et qu'on fait varier en fonction de l'appétence et des convictions de notre client, mais aussi de la stratégie d'investissement qu'il a. C'est-à-dire que s'il a 55 ans, on n'aura pas la même stratégie d'investissement que s'il en a 30. Et donc on fait des recommandations automatiques en fonction de sa situation pro, de sa situation perso, de son âge et de l'horizon de son investissement. Ah oui, d'accord. Ça serait quoi, par exemple, s'il a 55 ans, le type de reco automatique? C'est un rapport au risque, en fait, ce qu'on appelle le risque dans l'investissement. Donc là, on va rentrer dans le détail de l'investissement. Mais le risque, c'est lié à la volatilité. En fait, c'est ce qui permet d'aller chercher de la performance et d'avoir des intérêts sur notre placement, mais ce qui parfois aussi nous permet de constater des baisses, et notamment récemment avec les différentes crises qu'on a connues, il y a eu des fluctuations. Et donc, plus on est jeune, plus on va aller chercher du risque. Parce que plus on va chercher du risque, plus potentiellement on va chercher de la performance. Ouais. Et plus on s'approche de la retraite, plus on va aller chercher un rapport sécurisé, parce qu'on n'a pas envie que, si on a 10 000 euros de capital investi chez Caravelle, on n'a pas envie qu'à un an de la retraite, le placement perde 5 ou 6%, et qu'en fait on voit notre épargne fondre comme neige au soleil à quelques mois de notre retraite quand on a le plus besoin de l'argent. Donc on prend du risque quand on est jeune pour aller chercher la performance, et plus on s'approche de la retraite, plus on va venir sécuriser le placement pour garantir à notre client qu'il ait bien son capital et son argent pour sa retraite. Ok, donc en fonction du profil qui s'inscrit sur le site Caravelle, il va être bien conseillé en fait. Exactement. Avec En les critères fonction qu'il de son âge, de son statut, Ok. s'il est micro-entrepreneur, activité de service, activité commerciale, s'il est gérant de SARL, EURL, s'il est salarié, s'il est fonctionnaire. Donc c'est vraiment dédié aux entrepreneurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut Caravelle. Ouais. On a vraiment de tout. Alors, Tous les statuts. Ouais. Ok. Ouais, et c'est d'autant plus important aussi pour les micro-entrepreneurs de valider tous les trimestres de retraite et de s'attacher à en prendre conscience en fait dès maintenant. Et surtout dans les micro-entrepreneurs, il y a une vraie complexité. C'est-à-dire qu'on est micro-entrepreneur, activité de service ou activité commerciale. Vente marchandises. Pour le même chiffre d'affaires, en fonction de l'une ou l'autre des activités, on n'a pas le même taux de cotisation à la retraite, on n'a pas la même validation de revenus pour nos retraites, et donc du coup notre pension va être impactée. Donc nous on se dit, en fait ouais, j'ai fait 10 000 euros de CA, donc ça va être tant. En fait non, ça dépend de ton activité, des revenus que tu en tires, et ainsi de suite. Donc il faut venir faire prendre conscience à nos clients de ce qu'ils font, parce que peut-être qu'ils ont plus intérêt à facturer un tout petit peu plus ou à facturer différemment en fonction de leur situation. Ah oui, d'accord, donc il y a un vrai conseil aussi de gestion sur leur activité. Alors, il n'y a pas de conseil en gestion, mais on leur fait prendre conscience de l'existence de ces éléments-là. Avec un parcours pédagogique aussi, Exactement, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Avec beaucoup de contenu autour de la retraite. Ouais. On est connecté à l'URSSAF, par exemple. D'accord. Donc, en fonction de son statut, de son type d'activité, on sait exactement combien on a cotisé, combien ça représentera demain, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a un visu aussi les années précédentes? Pas encore. D'accord. Pas encore. C'est un objectif, c'est vraiment d'avoir une vision 360 retraite. Combien je cotise, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, c'est un placement financier. Peut-être demain, il y aura un accompagnement plus global. Okay. Mais notre objectif, c'est de garantir une meilleure retraite dans un monde vivable. Donc, c'est d'apporter toutes les solutions et le meilleur, on va dire, setup, si on peut dire, employer un anglicisme, pour maximiser ta retraite en fonction de ta situation. Ok. Et vous travaillez donc, vous êtes une interface qui permet de réguler et de s'inscrire pour suivre en fait ces fonds de pension. Ouais. Vous travaillez aussi avec Apicil, n'est-ce pas? Ouais. Apicil, c'est notre partenaire assureur. Donc c'est l'entité qui nous permet de déposer les fonds de nos clients
et d'assurer la continuité du service quoi qu'il se passe. Donc si jamais nous, Caravelle, on était amené à disparaître dans 5-10 ans, les fonds déposés par nos clients chez nous sont maintenus dans les mêmes droits, dans les mêmes conditions par notre partenaire assureur. Et même si le partenaire assureur venait à faire défaut, il y a le fonds de dépôt de garantie, qui est un système de l'État, qui va venir garantir l'argent placé jusqu'à 70 000 euros. Donc même si Apicil disparaît, les fonds déposés sont maintenus et garantis par l'État. Wow, ok. C'est vraiment très rassurant aussi. Exactement. Donc nous, on est vraiment la plateforme, le conseiller, la relation client. Mais derrière, c'est quelque chose d'agréé, extrêmement régulé, et sur lequel il y a toute une législation qui fait foi pour accompagner les clients et leur apporter toute la réassurance nécessaire pour leur placement. Ok, super. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe ? Aujourd'hui, on est, alors je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais on est 9 dans l'équipe, on sera 11 en février. 11 en février, ok. Et vous avez des ambitions en 2023 de recruter, 2024 encore davantage ? Ouais, bah, on a la chance d'être en grande croissance en termes d'acquisition clients et de fidélisation de nos clients. Et donc cette chance-là nécessite plus de ressources pour venir apporter du service à ses clients, à la fois dans le conseil, mais dans les produits qu'on propose. Et donc nécessairement, ça implique une taille de l'équipe qui grandit. Et on a une vraie ambition aujourd'hui de déployer vraiment Caravelle auprès de tous les indépendants, tous les entrepreneurs, voire même pourquoi pas demain toucher les salariés qui eux aussi ont des besoins. Et en fait, être salarié aujourd'hui, c'est peut-être être entrepreneur demain. Et inversement, être entrepreneur aujourd'hui, c'est peut-être être salarié demain. Et donc, tous les parcours de vie, on veut les accompagner. Et donc, pour ça, on a une vraie ambition d'être un acteur leader qui apporte vraiment un service de qualité et une valeur ajoutée aux indépendants. Top. Et comment vous répartissez les rôles entre associés ? Grande question. Ça a beaucoup évolué parce que en fonction des étapes de la vie de l'entreprise, les métiers évoluent. Oui. Ouais, les métiers évoluent. Mais historiquement, on va dire que moi je m'occupais beaucoup de tout ce qui est produit épargne, métier financier, et ce qu'on pourra appeler corporate development, donc relation avec nos investisseurs, avec les banques, les assurances, les prêts, la compta, etc. Marie s'occupait de tout ce qui était plutôt communication, partenariat, rapport avec tout ce qui est externe, mais hors investisseur. Et donc contenu, beaucoup aussi énormément, parce qu'on avait beaucoup de choses à apporter autour de la retraite pour éduquer, démocratiser, permettre d'agir. Démocratiser, ouais, c'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot, mais c'est un peu un mot un peu galvaudé, tu vois, qui veut un peu tout et rien dire. Si on dit je veux démocratiser ça, oui, mais en fait, ça veut tout. Enfin, je me perds un peu dans mon explication, mais... C'est très opaque en fait, tout ça, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Oui, complètement. Et Hugo, du coup, pardon, je reviens sur la question. Oui. Il s'occupait historiquement de tout ce qui était technique, donc mise en place de la plateforme, connexion avec l'assureur d'un point de vue opérationnel. Et là, aujourd'hui, on a recruté des équipes techniques pour le décharger cette partie-là. Et il s'occupe plus de tout ce qui va être marketing au sens global. Ok, super. Et c'est quoi toi ton parcours d'entrepreneur ? Parce que tu disais justement que tu es venu à fonder Caravelle parce que tu as toi-même été confronté à te retrouver entrepreneur et pas avoir cotisé grand-chose et t'en rendre compte après coup. Tu faisais quoi avant ? T'as toujours été entrepreneur ? Quasiment. Waouh ! Quasiment. C'était pas un choix. Je me suis pas dit je vais être entrepreneur, même si je pense que j'ai toujours eu en tête l'idée. Moi j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une prépa, une école de commerce. En école de commerce, je voulais bosser en finance, donc j'ai fait des stages là-dedans. Et ma dernière expérience, je voulais travailler justement dans le financement des entreprises, donc le financement des TPE, des PME, des startups. Et je m'étais dit en fait, t'as connu que des grands groupes. Jamais vraiment l'entreprise au niveau opérationnel, crée-toi une expérience dans cet écosystème-là et comme ça tu seras peut-être mieux à même de comprendre et de venir les financer demain. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Doctolib en 2015, qui était encore à l'époque une petite boîte, même si c'était quand même assez conséquent. Et j'ai adoré le côté opérationnel et je me suis dit en fait je veux rester vraiment là-dedans.
être vraiment créateur. T'étais dans la finance chez Doctolib? Pas du tout. Ok. J'étais dans l'opérationnel pur, j'étais bras droit du directeur des opérations. Ah oui, super. Donc j'ai un peu Ouais. tout fait, avec un gros axe sur les rapports au télésecrétariat. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment mettre en place des répondeurs pour les médecins qui utilisent Doctolib. Donc il y avait vraiment ça passait partout, des analyses, implémentation, rencontre avec des médecins, rencontre avec les télésecrétariats, gestion des rapports avec les télésecrétariats. Enfin, très très large, hyper enrichissant, super équipe, hyper C'était un inspirante. super stage de fin d'études, Ah ouais, ça. c'était incroyable. Et j'ai eu et un ami à moi à ce moment-là voulait monter une boîte. Et il m'a dit, ce que tu fais chez Doctolib, viens le faire avec moi, mais tu seras associé. Et du coup, on a créé ensemble une boîte qui s'appelait Domoskit, qui était une plateforme de souscription de contrat quand on déménage. Donc l'idée, c'était de se dire, on a beaucoup déménagé en tant qu'étudiant, on a souvent galéré au transfert de contrat, etc. Donc là, c'était de dire, tu nous donnes ton ancienne adresse, tu nous donnes ta nouvelle adresse, et nous, on s'occupe soit de transférer tous tes contrats, soit de résilier puis de réouvrir, et on trouve le meilleur setup, les meilleures offres pour ton nouveau logement. Excellent. Et donc c'était d'un point de vue utilisateur une très belle promesse, proposition de valeur très appréciée, mais d'un point de vue modèle économique, très difficile de générer de l'argent là-dessus. C'est un modèle de volume sur lequel les gens n'étaient pas prêts à payer pour ça, donc on serait bien dans 4 porteurs d'affaires. On a vivoté pendant 2015-2016 jusqu'à 2019. Ah oui, quand même. Ouais. Bravo. Et c'est vraiment à la dure. Où vraiment on n'était pas payé, c'était compliqué. Beaucoup de sacrifices d'un point de vue personnel. Mm. Ouais. Et à un moment donné, on sent qu'on n'est plus en capacité de l'avancer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il n'y avait plus d'envie, le fait de ne pas se récompenser et de ne pas voir le fruit de ses efforts. Ouais, il y a ça. Et puis je pense qu'il y a une lassitude qui s'est créée et on a l'impression d'être face à une montagne qu'on essayait de bouger depuis 3-4 ans et qui ne bougeait pas. Et on voyait nos efforts impacter vraiment nos vies et sans en voir à un moment donné le bout. Et donc, ouais, je pense qu'il y a eu un peu une sorte de désespoir. Et donc, on a décidé d'arrêter. Et cette boîte, elle était basée à Paris ou à Lyon? On a été basé à Rouen. À Rouen, Ouais. ok. C'était beaucoup moins cher d'être à Rouen. Donc, ouais, on a fait moi j'ai vécu sur un bateau pour réduire les frais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Waouh, ok. C'était une belle expérience, hein, c'était trop cool, mais Oui. je sais pas si je l'aurais fait si j'avais été salarié ailleurs. Et mais alors Donc, le bateau, il était où, à quai? Dans le port de Rouen. Dans le port de Rouen, Ouais. ok. D'accord. Et c'était un voilier qui appartenait à un ami, et donc du coup, super expérience, hein, ça convient pas tout le monde, mais. J'adorerais vivre sur un bateau. Ouais, en vrai c'est trop bien. Mais oui, c'est pas. Oui, ok. C'était dans la contrainte aussi de réduire les coûts, mais c'était Ouais, une expérience un peu insolite complètement. pour le coup. Complètement. Ok. Et donc voilà, on arrive à bout de l'histoire, et donc là il me faut de l'argent. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai jamais cotisé pour la retraite parce que je me payais à gauche, à droite. J'avais un statut de micro-entrepreneur à côté où je donnais des petites formations, je donnais des cours, des machins pour essayer de vivre. Et donc là, j'accepte un travail dans une boîte qui s'appelle TIR Mobility, qui est les boîtes de micro-mobilité partagée, trottinette, vélo, etc., qui est un peu connue pour les Parisiens, un peu moins connue quand on est en dehors de Paris. C'est une énorme boîte. Qui est basée à Berlin, non? Qui est basée à Berlin, ouais. Je l'ai rejoint en février-mars 2019. Je suis le premier salarié France. Je pense qu'on est 80 ou 100 dans la boîte. Je pars 1 an et demi après, au moment du Covid. Et on est 900 dans la boîte. Oh, ouais. Premier salarié, tu sors? France, ok. Ouais, 900. Ok. Ouais. Europe. Monde. Oui, ouais. Europe. Ok. Juste pour dire que vous êtes 80 en Europe à ce moment-là. Et donc voilà, très très belle croissance, hyper enrichissant. Tu vois plein de choses, mais comme toute boîte qui se structure, plus ça se structure, plus entre guillemets, le scope géographique augmente dans ta mission, mais le scope fonctionnel se réduit. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toucher à tout. Et donc, je voyais mon scope fonctionnel se réduire avec l'élargissement géographique. Et ça m'intéressait beaucoup moins. Et du coup, j'ai rencontré les équipes d'Aviva à ce moment-là qui bossaient là-dessus. Et c'était le Covid. Je me suis dit, c'est la transition, c'est maintenant. Et j'ai rejoint l'incubateur qui s'appelait Founders Factory en juin 2020. Et ils font faillite en août 2020.
et je me lance tout seul en septembre. Ok, c'est une vraie résilience en fait. Ouais, ou enfin, je croyais dans le projet, donc Ouais. je me suis dit c'est maintenant, au pire ça marche pas. Tu as réussi à retrouver l'énergie des premiers mois de ton ancienne boîte pour recréer, cofonder Ouais. ça avec Marie et Hugo et Ouais. finalement répondre à un besoin que toi tu as identifié aussi par ton expérience. Ouais, exactement. Mais je pense que le mot énergie est bon. Enfin, c'est vraiment le niveau d'énergie en 2019 à la fin de la boîte était très très bas. L'expérience chez TIR m'a permis de me nourrir entre guillemets financièrement, donc ça c'était cool. Et après j'ai eu ce temps de Covid où enfin, les trottinettes c'est une activité opérationnelle, donc quand il y a Covid il n'y a rien. Donc du coup pendant 3 mois j'ai quasiment rien fait. Et du coup c'était 3 mois aussi de repos, de réflexion et qui m'ont permis de recharger les batteries et de repartir justement avec une idée, une volonté, mais à bloc quoi. Et je pense que ça aurait été possible si j'avais pas eu ce temps mort hyper nécessaire. Et tu as rencontré comment tes associés alors? Et ben, alors Marie, j'étais en prépa avec elle, Oui. il y a 13 ans, et j'ai organisé en septembre 2020 les 10 ans de la prépa. Et donc du coup, je lui parle du projet lors de l'événement des 10 ans. Et elle était aussi entrepreneuse, donc elle avait monté une boîte qui s'appelait l'épicerie créole. Et c'est pareil, donc c'était une boîte d'import-export et de mise en valeur on va dire j'ai perdu les mots, mais de l'esprit culinaire d'outre-mer. Okay. Et très impactée par le Covid, et pareil, donc, du coup, a un bout de tout dans son projet. Et elle cherchait un renouveau. Et je lui ai dit, bosse pour moi un petit peu, je suis en train de lancer un nouveau projet, viens, vois ce que tu peux faire en freelance. Et donc, du coup, elle nous rejoint en freelance, et très vite, ça se passe hyper bien. Et donc, je lui propose de s'associer. Et Hugo, je l'ai rencontré au sein de l'incubateur Founders Factory, qui lui était responsable croissance, enfin Head of Growth de l'accélérateur. On s'est bien entendu. Après la mise en liquidation de Founders Factory, il avait du temps. Et du coup, je lui ai dit, bosse un petit peu pour moi, parce qu'on avait déjà un peu travaillé ensemble au sein de l'incubateur. Et pareil, c'est super bien passé. Et je lui ai fait, si tu veux rejoindre le projet, viens à temps plein en tant qu'associé. Et du coup, j'ai créé la boîte en décembre 2020, donc 3-4 mois après ces 2 rencontres. Ok, super succès aujourd'hui. Ouais, on verra. Tout reste à construire. Et est-ce que tu peux nous raconter, en fait, quelle a été, toi, ta plus belle réussite, ton plus beau souvenir jusqu'à présent de Caravelle? Tu t'es dit, il y avait les papillons dans le ventre, et tu disais, oh yes. Très bonne question. Je pense que le premier aboutissement, c'était signer le partenariat avec l'assureur. Bah oui. Parce que sans assureur, on n'avait pas de produit, donc pas de produit, on n'avait rien. Donc c'était le premier, et surtout en plus on a fait beaucoup de rencontres à ce niveau-là. Et le deuxième, c'était la mise en ligne du site pour la première fois. C'est un peu bateau, mais c'était un moment. Ouais, Hugo, je sais qu'il était hyper stressé parce que c'était lui qui avait tout mis en place, donc s'il y avait un truc qui pétait. En plus, on parle de l'argent des Français, on parle de leur retraite. Donc voilà, sujet sensible. Sujet hyper sensible, donc s'il y a un truc qui pète, s'il y a une fraude, etc., il faut absolument se baquer le plus possible. Donc il était hyper stressé à ce moment-là, sur les premières semaines. Et vous l'avez célébré comment ce lancement? Je crois qu'on l'a pas trop célébré. Vous étiez dans le tunnel de c'est parti, ça commence. Ouais. C'est un apprentissage qu'on essaie de mettre en place, mais c'est de plus célébrer les petites victoires. Ouais, on a des personnalités, Hugo, Marie et moi, on est très raisonnables, on va dire. Et donc du coup, il faut apporter un peu de folie aussi là-dedans. Et donc se dire, ok, ça c'est trop cool, on l'a fait, maintenant on passe à autre chose. Donc quand on a levé des fonds, on a levé 1,5 million en avril l'an dernier. Ça aussi, c'était un grand moment. Ça, c'était un grand moment et surtout énormément d'énergie dépensée. C'est toi qui étais responsable de ces opérations? Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fera différemment si jamais demain on est amené à le refaire. Mais il y avait vraiment moi tout seul d'un côté et Marie Hugo qui gère toute la boîte de l'autre. Okay. Et du coup, ça fait un peu moi solo et eux solo avec peu de communication. Et donc, c'est quelque chose, si on le refait, on le fera différemment pour être vraiment une équipe qui va ensemble.
Bon, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie, exactement. Mais on était très contents, ça nous a mis du beurre dans les épinards, ça nous a permis d'apporter plus de services à nos clients, et ça c'est vraiment la satisfaction. Et là on est vraiment content, c'est quand les gens nous disent, j'ai encore eu un appel client, parce que je prends souvent des appels clients, ce qui m'a plu c'est le conseil, la disponibilité, la simplicité. Et en fait ce côté simplicité, il peut paraître anecdotique pour beaucoup, mais en fait notre objectif c'est si tu viens sur notre site et que tu comprends la retraite, le produit, et que tu avances avec nous et que tu es satisfaite, c'est la plus grande réussite, parce que le PER, donc on vend un PER, donc un plan épargne retraite, Oui. qui est un produit d'épargne. Tout le monde nous disait c'est un produit qui se vend et qui ne s'achète pas. C'est-à-dire que c'est un produit, en fait, il est disponible, il existe uniquement parce qu'il y a des vendeurs au téléphone ou alors des conseillers qui disent faut que vous preniez un PER, faut que vous fassiez ici, etc. Et nous, notre enjeu, c'est de dire non, la prise de conscience, elle n'est pas dans le PER, on s'en fout du produit financier. On vient répondre à une problématique qui est les gens ont peur pour leur retraite, ils ont besoin de sécurité financière, et le PER n'est que le moyen, le véhicule pour y arriver. Donc si on vend bien le problème et que la solution est simple, et en fait les gens achèteront par eux-mêmes le PER. Donc c'est un peu notre pari, et pour l'instant ça marche bien. Super, et le premier client il est arrivé tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez du premier client? Alors le premier client c'est Hugo, Marie et moi. Bon, c'est déjà bien. Mais, vous avez testé le produit avant tout. On avait testé les paramétrages. Le tout premier client qu'on ne connaît pas. Oui, il y a forcément les amis, la famille avant tout. Et on avait créé une petite liste d'attente, donc on a eu pas mal de clients dès le début. Enfin pas mal, une cinquantaine au tout début. Waiting list avant que ça sorte. Exactement. Ah, sympa. De personnes que vous ne connaissiez pas. Alors il y avait un peu des deux, beaucoup de personnes qu'on connaissait. Mais on était surpris, c'est quand on a lancé, quelques semaines, quelques jours, j'ai plus la référence de temps, des gens qui ne connaissaient ni Dev ni Nadan venaient placer 15-20 000 euros chez nous. Alors moi j'étais mentalement préparé, mais je sais que Hugo est en mode mais qui sont ces gens qui nous font confiance alors qu'on a 15 jours d'existence. Et donc je pense que Hugo était très surpris par ça. Il disait ah ouais, en fait on peut vraiment faire des trucs sympas et ça existe et les gens sont... Ils viennent vraiment. Ils viennent vraiment, en fait. exactement. Ouais. Et donc ça c'était un vrai apprentissage je pense pour Hugo. Ok, de créer quelque chose et comprendre que le besoin identifié finalement il y avait du répondant derrière. Ouais, exactement. Ouais. Ça c'est satisfaisant. Ouais. C'est clair. Mais bon, et après tout reste à faire, il faut qu'on passe d'une petite boîte à l'ambition qu'on a envie d'avoir, qui est vraiment de répondre à l'enjeu de tous les Français, en France ou à l'étranger, dans la préparation de la retraite. Et avec le plus d'impact possible. Avec le plus d'impact possible. Tu parlais tout à l'heure de l'impact, vous l'avez aussi dans l'entreprise. C'est quoi votre culture d'entreprise aujourd'hui et celle que vous voulez inculquer pour grossir justement? Pour qu'il y ait toujours cet ADN qui reste et qui puisse vous permettre de grossir sans perdre l'identité comme peut-être tu l'as vécu avec Tyr. Ouais. Alors je pense pas qu'on devienne aussi gros, mais en tout cas dans nos enjeux c'est vraiment de faire passer le message à nos premières recrues, vraiment leur faire comprendre notre philosophie, là on a envie d'aller, ce qu'on est en train de construire, parce que ces personnes-là maintenant sont partie intégrante de l'équipe et seront demain nos capitaines pour les prochaines recrues. Et donc l'objectif c'est vraiment d'infuser ensemble. Donc ils nous rejoignent aussi parce qu'ils adhèrent, mais à votre vision, à notre vision et à nos valeurs. Et demain ce sera eux en fait les ambassadeurs et qui porteront eux-mêmes leur vision, alignée j'espère le plus possible avec la nôtre. Mais voilà, on sait très bien que quand ça grossit, chacun crée un petit peu sa perspective et c'est normal et c'est louable et c'est ce qui va permettre de faire justement grandir la boîte dans sa diversité. Et donc nos enjeux là-dessus, c'est d'essayer de recruter avec le plus de diversité possible. Parce que très souvent on constate qu'on recrute un petit peu les mêmes profils tout le temps. Donc essayer d'appréhender ça. Et, quand tu dis recruter les mêmes profils, souvent on recrute des gens d'école de commerce par exemple. D'accord. Et donc, parce que c'est simple, c'est le miroir de votre... c'est le miroir, etc. Et donc là l'idée c'est de trouver un petit peu en dehors de cette sphère-là pour apporter plus de richesse et plus de compréhension
dans un monde qui en fait est très divisé, où en fait le rapport à l'argent est très diversifié en fonction des catégories socio-professionnelles, en fonction de notre histoire personnelle, en fonction de notre travail, en fonction du rapport à l'argent global en fait de chacun. Ouais. Oui. Et c'est aussi lié à des conditions sociales ou des backgrounds personnels différents. Ouais, exactement. Okay. Et donc voilà, c'est essayer d'appréhender ça et en essayant de dynamiser aussi la partie impact. Donc on essaie d'organiser des fresques du climat, on essaie d'organiser des choses en interne pour montrer, voilà, voici l'impact que ça a, voici ce que ça provoque, et essayer d'être nous-mêmes vulgarisateurs de notions un peu impalpables de loin. Si on devait définir aujourd'hui le travail, quelle serait toi ta définition ? Le travail. Ouais, le travail. Travail. Comment tu visualises le travail de demain ? En fait, je le visualise très différent pour moi et au sens général, ce qu'on appelle le travail. C'est-à-dire comment moi je m'intègre dans une société qui exploite le travail et comment le travail doit être perçu. J'ai la chance de pouvoir me dire qu'à mon niveau, le travail est un apprentissage et une, je vais pas dire une joie, mais entre guillemets un élément de motivation et de développement. Mais je pense que c'est très lié à ma condition et à la chance que j'ai eue de pouvoir mener les expériences professionnelles que j'ai eues. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer aux équipes, c'est comment grandir au sein de la boîte. Moi, ce qui est hyper important, et c'est dans nos valeurs, hein, c'est l'apprentissage. Parce que je pense que c'est la plus grande chance qu'on peut avoir, c'est d'apprendre et de transmettre. Et donc j'ai envie de le voir comme ça, avec évidemment un rapport équilibre pro-perso hyper important. Je le sais parce que je me suis cramé déjà, enfin pas aussi sévèrement que ça, j'ai pas fait de burn-out ou quoi, mais en tout cas j'ai vraiment ressenti l'impact du professionnel sur le personnel, et donc essayer de trouver cet équilibre-là, qui est très difficile à trouver, qui est très individuel, et de le transmettre aux équipes en disant voilà, on ne veut pas que vous travaillez plus, vous travaillez mieux, vous ayez ce rapport à l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal de choses au sein des équipes pour inclure le remote. Donc on est une boîte 100% remote, avec des bureaux à la manufacture, mais si on n'a pas envie de venir, on ne vient pas. Merci beaucoup Olivier, mille merci pour ton témoignage. Et puis donc si un indépendant demain on a nos apprenants, moi aussi j'ai envie d'avoir une complémentaire retraite, je dois faire quoi ? Je vais sur le site Caravelle et je crée un compte et je fais une simulation qui va me faire très peur, j'imagine. Non, pas forcément. Il faut savoir que le système de retraite est quand même plutôt bien fait, même si on critique, et il permet un maintien de salaire assez cohérent. Et peut-être plus on gagne d'argent dans sa vie professionnelle, plus le delta avec les revenus à la retraite est important. Mais pour les petits salaires, le taux de remplacement est assez bon si on a une carrière complète, etc. Donc après, voilà, il y a d'autres éléments de paramètres, mais il n'est pas si mauvais tel qu'on peut le décrier. Et nous, on est juste un complément pour essayer justement de maintenir une qualité de vie le jour où on a travaillé. Et donc, si un indépendant veut s'intéresser, notre objectif, c'est qu'il puisse tout faire en autonomie. Donc, il a du contenu, de l'éducation, des vidéos, des simulateurs sur notre site en accès libre. S'il veut se lancer, il peut s'inscrire, il se connecte, la création de compte est complètement gratuite. Il a un parcours, on va le conseiller, on va lui proposer des formules. Et à la fin de ce parcours-là, il peut signer électroniquement. Et s'il est signé électroniquement, on lui ouvre un contrat. Et ça commence à être actif, il n'y a aucun engagement. S'il a envie d'arrêter ses cotisations, ou de les reprendre, ou de modifier le montant, il peut. Si même au bout d'un an, il n'est pas satisfait de nos services, il peut changer de partenaire, on va dire. Il y a une particularité, c'est que l'épargne est plutôt bloquée, enfin l'argent est bloqué. Il y a des cas de déblocage, à part l'achat de la résidence principale, les autres, on ne les recommande pas. C'est si on a un accident de la vie, si on a une liquidation de la boîte, si on a un surendettement personnel. Donc c'est possible, mais c'est pas recommandé. Donc il faut placer une toute petite partie, mais ça on accompagne nos clients dans combien placer pour sa retraite et combien ça représentera demain. Et on est libre de faire un prélèvement ou de donner quand on le souhaite. Exactement. Et le montant de notre choix. Exactement. Merci beaucoup Olivier pour ton témoignage, c'était vraiment passionnant. Et merci pour ton accueil dans ces superbes locaux qu'on ne connaissait pas et qu'on va s'empresser de visiter. Merci pour tout.